Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour aujourd'hui une vidéo qui va être consacrée aux jeunes à partir d'une question. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mon grand tableau que j'ai laborieusement amené ici. Que se passe-t-il dans le corps quand nous jeûnons? Et j'avais envie de pouvoir vous le décrire en faisant une sorte de frise temporelle pour comprendre exactement ce qui se passe dans le corps. Alors, bon, cette vidéo, je la fais dans un contexte un petit peu particulier. La semaine dernière, alors il n'y a pas eu de vidéo pendant une grosse semaine, pour la bonne et simple raison que ma chaîne était bloquée, suspendue, parce qu'il y a 2 vidéos qui ont été supprimées. La vidéo que j'avais faite sur le cancer, peut-on guérir le cancer avec des jus de légumes, une vidéo qui avait quasiment 400 000 vues, qui a été supprimée pour information médicale incorrecte. C'est le truc derrière lequel se cache YouTube maintenant dès que on fait quelque chose, ne rentre pas exactement dans la doxa du moment. Et puis il y a eu la vidéo aussi sur l'UNADFI, la Miviludes, qui s'appelait de la dérive sectaire à la dérive idéologique et sanitaire. D'ailleurs, je remarque que toutes les vidéos dans lesquelles je parle un petit peu de ce qui se passe factuellement au sujet de la Miviludes et de l'UNADFI, elles sont systématiquement supprimées. Il doit donc y avoir des pressions énormes. Je ne vois pas trop là où il y avait des informations médicales incorrectes, il n'y en avait pas puisqu'on ne parlait pas d'informations médicales, mais peu importe, YouTube fait à peu près ce qu'il veut et c'est un gros problème parce que voilà, ça, on commence, je vais consacrer une petite minute, mais pour vous expliquer un petit peu le contexte, il y a un acte qui est passé, une circulaire qui est passée qui s'appelle le DSA, Digital Service Act, qui a été mise en œuvre à partir de août 2023, mais qui rentre pleinement en action courant février 2024, donc là dans quelques jours. Digital Service Act, DSA, c'est une loi de lutte contre la désinformation en ligne. Donc globalement, à peu près 99% de mes vidéos rentrent dans ce cadre-là, elles sont considérées comme de la désinformation. Bien que vous soyez des dizaines, des centaines de milliers à avoir tiré de l'information salutaire pour votre santé, eh bien le modèle dominant le qualifie comme ça. Mais c'est un vrai problème, les vidéos sont supprimées. Ma chaîne peut être supprimée à tout moment, étant donné que là ils ont fait sauter une vidéo qui avait plus d'1 mois et demi. On voit des tribunes en veux-tu en voilà de médecins qui s'élèvent pour soi-disant lutter contre la désinformation en ligne. Médecins de plateau, on est d'accord, qui ont un niveau de connaissance physiologique absolument catastrophique. J'en écoutais un encore pas longtemps qui tentait d'expliquer pourquoi la détoxification, ça n'existait pas. C'est énorme comme truc, on lui consacrera une petite vidéo à la détoxification. Mais bon, voilà, actuellement, ça tape fort, ça tape très très dur. C'est un vrai problème parce que je me rends compte que moi, j'investis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour créer des vidéos. Celle sur le cancer, par exemple, m'avait demandé pas mal de temps. Alex, qui la monte, qui la filme, ça lui demande aussi beaucoup de temps de travail. Et voir cette vidéo sauter comme ça, d'ailleurs, la vidéo, elle a sauté le lendemain que la juge d'instruction m'est reproché de l'avoir publiée. Voilà. On y soit qui mal y pense, mais bon, voilà, je remarque. C'est un fait. Donc c'est un vrai gros problème. Et c'est pour ça que je vous fais un peu de teasing. Moi, je n'ai pas l'intention de voir mes vidéos sur lesquelles je mets autant d'énergie sauter comme ça les unes après les autres. Ça ne m'amuse pas du tout, ça me gave même gravement. Donc je vous annonce un peu en teaser qu'au mois de février, il va y avoir un événement, les 13 ans de Régénère. La première vidéo est sortie le 13 février 2011, là on sera le 13 février 2024. On sera à plus de 800 000 abonnés, donc c'est pas mal. Là, vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne récemment et je vous en remercie. Et vous allez voir, il va y avoir une grosse nouveauté. On va avoir les moyens de notre indépendance et ça, je m'en réjouis vraiment. Alors, Régénère, c'est la santé, mais c'est d'abord et avant tout l'autonomie. Autonomie, je vous rappelle étymologiquement, ça veut dire qui n'est pas régi par la loi d'un autre, qui n'est pas régi par une loi extérieure, mais qui est plutôt régi par une loi intérieure. Et en l'occurrence, c'est les grands principes naturels. Alors aujourd'hui, on va plonger littéralement au cœur de l'autonomie et de la santé. Parce que le jeûne, c'est la santé par excellence. C'est l'expression même de la vie. On va parler de jeûne et de ce qui se passe réellement dans le corps quand on s'abstient de manger et même quand on s'abstient de boire. Alors il y a beaucoup de fantasmes et très peu de science, alors on va essayer d'y remédier. En fait, quand on réalise un petit peu la cascade de réactions qui se passe dans le corps favorable à votre santé, quand on se met à s'abstenir de nourriture, eh bien, on comprend immédiatement, on se demande, on comprend la puissance que ça peut avoir, et on peut se demander immédiatement comment ça se fait que ça ne soit pas plus mis en avant par la médecine moderne. Surtout que la recherche, elle a bien progressé là-dessus. Maintenant, des études scientifiques sur le jeûne, on en a, en veux-tu, en voilà.
Et c'est marrant parce que je suis tombé sur, pour vous dire le niveau de... Alors, il y en a qui diraient d'ignorance, il y en a d'autres qui diraient de bêtise, on pourrait dire aussi de corruption, hein, de corruption intellectuelle, si ce n'est pas de la corruption financière. Je suis tombé sur un document de l'INSERM, hein, un rapport de l'INSERM de janvier 2014 sur le jeûne à visée préventive ou thérapeutique. Et la conclusion de ce rapport, hein, tu pourras le faire défiler un peu à l'écran, Alex, s'il te plaît, je t'enverrai le lien. Leur conclusion, elle est fabuleuse. En conclusion, tout jeûne, qu'il soit complet ou partiel, avec apport calorique journalier inférieur à 300 calories, ne doit être effectué qu'au sein d'une structure médicalisée, pour éviter la survenue d'effets indésirables graves. Effets indésirables qui n'ont même pas détaillé, parce que voilà, ça reste une espèce de fou, quoi, tu vois, il pourrait y avoir des effets indésirables graves. Bon, voilà. Et à ce jour, aucune structure médicalisée ne propose ce type de pratique en France. Donc tu es en France, tu es mort. Voilà. Selon eux, tu es mort. Il faut le faire à tout prix dans une structure médicalisée. Il n'y en a pas en France, donc c'est mort. Concernant la pratique sous encadrement médical, il n'existe à ce jour pas d'études scientifiques suffisamment nombreuses et rigoureuses permettant de conclure quant à son efficacité thérapeutique ou préventive. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent des précautions, hein, parce qu'ils disent suffisamment nombreuses. Parce qu'ils n'osent pas dire quand même qu'il n'existe pas d'études scientifiques, vu qu'en anglais, tu vas sur des portails de publications scientifiques, que ce soit le British Journal of Medicine, que ce soit PubMed, que ce soit NBCI, des études sur le jeûne, sur le vieillissement, sur le rajeunissement cardiovasculaire, sur la fonction hépatique. Enfin voilà, c'est juste incroyable la littérature qu'il y a. Mais non, pour eux, il n'y en a pas suffisamment. Et elles ne sont pas suffisamment rigoureuses. Donc autant de termes extrêmement flous qui leur permettent de disqualifier complètement une pratique sans avoir jamais à donner le moindre argument. Et ça nous montre encore une fois, je suis désolé, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on est vraiment dans un système de gestion de la maladie, un système de création de profit au travers de la maladie, et que la valeur, c'est ta faiblesse, et c'est ta mauvaise santé. Et finalement, qu'il n'y a aucun intérêt à promouvoir des pratiques de santé, surtout des pratiques gratuites, hein, parce que le jeûne, ça ne coûte rien, au contraire, tu économises de l'argent. Le jeûne, ça peut se faire chez soi, absolument, à condition d'y aller progressivement, graduellement. Ça peut tout à fait se faire chez soi. Moi, je le dis souvent, comment est-ce qu'on devient un spécialiste du jeûne? En jeûnant, voilà, c'est tout. Sauf que tu ne te lances pas de but en blanc dans un jeûne de 40 jours tout seul chez toi, c'est évident. Tu étais censé avoir un esprit critique et réfléchir un petit peu à la chose, mais tu commences par une demi-journée de jeûne, puis un jour de jeûne, puis 2 jours de jeûne, et voilà, si tu progresses, si tu vas progressivement, c'est comme quand tu fais de la course à pied ou de la musculation, tu y vas doucement, tu ne charges pas la barre au maximum tout de suite, parce que sinon, effectivement, tu vas te faire mal, c'est l'évidence même, mais si tu y vas progressivement, il n'y a aucune raison. Donc le jeûne est une pratique autonome, gratuite, et donc en fait, ça ne rapporte aucune valeur à un système qui est fondé sur la maladie. Voilà, je l'aurais dit. Pour cette vidéo, je tenais quand même à faire un gros merci, un gros big up, on va dire d'une certaine manière, à Estelle Sauvana, la rédactrice en chef du magazine Régénère, parce qu'elle m'a laissé consulter le magazine numéro 8, qui est excellent, qui porte sur le jeûne. Je sais que nombre d'entre vous l'ont acheté, l'ont acquis. C'est un excellent document sur le jeûne, très synthétique, qui rassemble à peu près tous les aspects du jeûne, et je m'en suis inspiré un petit peu, en tout cas pour avoir la rigueur dans la chronologie que je vais vous proposer. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est la privation volontaire de nourriture alimentaire. De nourriture alimentaire, on va préciser. Je vais vous dire de nourriture, mais comprenez d'alimentation, parce que c'est deux choses, c'est deux choses différentes. On s'alimente avec des aliments. Par exemple, je vais prendre une mandarine là, le fond de l'œil, là, je crois que d'ici la fin de la vidéo, je vais en manger une. Je m'alimente avec une mandarine. Par contre, je me nourris de son parfum, je me nourris de ce que mes yeux voient, je me nourris de ces montagnes, je me nourris de ce soleil, je me nourris de mes interactions humaines. Donc attention, le jeûne, c'est une privation d'alimentation, pas de nourriture. Et au contraire, même souvent, on se rend compte que quand on s'alimente moins, on se nourrit plus d'une certaine manière de son environnement, on est plus sensible. D'accord. Donc c'est une privation volontaire, et le mot est très important, d'alimentation et même potentiellement de liquide. On parlera auquel cas de jeûne sec. Alors je dis bien volontaire, et c'est très très important, parce que si c'est une privation involontaire, eh bien les mécaniques que je vais décrire ne vont pas se passer exactement de la même manière, parce que le stress aidant, c'est-à-dire que si c'est une contrainte, vous avez vu la précédente vidéo, et je vous remercie parce que vous avez été très nombreux à la plébisciter,
plébiscité, exactement. Comment je gère la pression? Vous avez bien vu que à toute contrainte, eh bien, il y a une réponse de l'organisme, une réponse qui s'appelle la réponse de stress. En plus, cette réponse n'est pas en rapport avec la contrainte, mais l'appréciation de la contrainte. C'est-à-dire que si quelqu'un t'empêche de t'alimenter, eh bien, tu peux avoir une appréciation de la contrainte qui va faire que tu vas complètement flipper si tu n'as jamais jeûné de ta vie. Et à ce moment-là, la production d'hormones de stress va venir interférer avec les processus normaux de jeûne. D'accord? Donc nous allons parler de privation volontaire. Alors, sachez déjà que, bon, voilà, quand on parle de jeûne, on jeûne tous les jours. Pendant notre sommeil, globalement, on va passer 10 heures, 12 heures, certains moins, parce qu'il y en a, ils mangent jusqu'à, je sais pas, tard le soir, et puis dès qu'ils se lèvent, ils mangent tout de suite. Mais bon voilà, une personne moyenne, elle peut passer 10 heures facilement sans manger et sans boire. Hein, d'accord? Donc, on ne meurt pas, ça prouve que notre corps peut se débrouiller sans alimentation pendant un certain temps. C'est normal, je l'ai dit, je le dis en long et en large dans mes vidéos, notre organisme c'est une formidable machine à s'adapter. Hein, et si, alors, et ça c'est important, hein, et c'est toujours pareil avec l'adaptation, solliciter cette fonction renforce et améliore le fonctionnement métabolique de notre organisme, ne pas le solliciter au contraire nous fait dégénérer. Et notre civilisation dégénère. Pourquoi? Parce qu'on mange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc on ne sollicite pas cette capacité de notre organisme. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et ça c'est très très important, c'est que notre organisme il est conçu pour optimiser la recherche de nourriture afin que nous ne mourions pas de faim. Et c'est logique, parce que dans un environnement, on va dire un environnement naturel, dans lequel finalement, eh bien, on a une nourriture qui est aléatoire. C'est important d'être optimisé pour la recherche de nourriture. C'est une bonne chose. Mais quand ton frigo est plein en permanence et qu'il y a de la bouffe autour de toi en permanence, avoir un organisme qui est orienté vers la recherche de nourriture, ça devient un fonctionnement pervers. Alors, en ce sens, il faut bien comprendre que pour notre organisme, le jeûne est une contrainte. Qui dit contrainte va dire réaction de l'organisme, qui est une réaction de stress. Jeûner, ça demande un effort, hein, c'est un engagement volontaire de la personne, d'une certaine manière, contre sa biologie. D'accord? Ça veut dire que ça va être fait contre nous-mêmes. C'est-à-dire que notre corps ne veut pas jeûner. Hein. Et ça c'est intéressant parce que souvent on me parle de jeûne instinctif par exemple. Je veux dire, si tu jeûnes de façon instinctive, tu ne vas pas jeûner souvent. Non, ça ne marche pas. J'ai déjà entendu ça dans certains milieux. Ils me disent, ah, non, moi je pratique le jeûne instinctif. En pratique, tu jeûnes souvent? Non. C'est normal. Pourquoi? Parce que ton corps il n'est pas programmé pour jeûner. Allez, à la limite, le jour où tu vas avoir de la fièvre, tu vas avoir un petit dérangement, des symptômes, là tu ne vas vraiment pas avoir faim, ok. Mais le jeûne, normalement, il t'est imposé par ton environnement. Ce n'est pas toi qui le décides. Donc me parler de jeûne instinctif, pour moi, c'est de la foutaise. D'accord? Donc le jeûne est un stress pour l'organisme. Hein. C'est une contrainte qui va résulter sur un stress. C'est un stress physiologique, adapté. Et il va falloir l'adapter en intensité et en durée. Et s'il est adapté à l'individu en intensité et en durée, eh bien on va avoir pour conséquence une croissance, un gain. Et c'est ce qu'on va rechercher. Alors sachez, pour terminer cette petite présentation générale de début, hein, plus on jeûne et plus il est facile de jeûner. Ben ouais, parce que quelque part, jeûner, c'est apprendre au corps à aller arpenter les chemins pour aller taper dans les stocks de l'organisme. D'accord? Au début, il ne connaît pas le chemin. Et c'est comme ça que tu peux avoir des personnes qui sont en surpoids massif, donc avec des réserves. On verra que dans le corps, les réserves, c'est les lipides, hein, c'est les graisses. Il va avoir des réserves lipidiques importantes. Et malgré tout, dès qu'il saute un repas, d'un seul coup, c'est l'affolement. Il passe en hypoglycémie. On va en parler exactement de l'hypoglycémie, de l'hyperglycémie. Et en fait, c'est juste qu'il n'arrive pas à puiser dans ses réserves. Mais ça, c'est pas normal. Donc plus on jeûne et plus il est facile de jeûner. Le corps connaît les chemins, l'esprit est en paix et les peurs sont dissipées. Alors ça, c'est important parce qu'en situation de crise, imaginons que d'un seul coup, tu es dans une grande ville de genre Paris et puis la ville, elle est bloquée complètement. Je ne fais pas référence à une situation ayant existé ou existant actuellement. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus d'alimentation. Et bien, la personne qui a l'habitude de jeûner, elle ne va pas s'affoler. Elle sait très bien qu'elle peut passer plusieurs jours sans s'alimenter et sans périr complètement, sans dépérir complètement. La personne qui n'a jamais jeûné, voilà, ça va passer dans l'hystérie collective. Malheureusement, comme la plupart des gens ne jeûnent jamais, il y a des grandes chances, il y a des gros risques que ça tourne à l'hystérie collective. Alors, élément très très important, le jeûne il comporte 2 phases. Et c'est très très important de les respecter. Parce qu'on pense toujours que le jeûne c'est la privation d'alimentation. Non, le jeûne en tant que tel c'est un processus complet dans lequel il y a une phase
de privation, dans lequel il va y avoir une réponse de l'organisme, qui est une réponse de stress, et ensuite il va y avoir une phase qu'on dit de surcompensation, quand tu te remets à t'alimenter. Et c'est la phase où il va y avoir de la croissance et du gain. Ce qui veut dire automatiquement que si vous jeûnez, alors ça c'est très risqué, jeûner parce qu'on a tel problème. Ça c'est très risqué. Pourquoi est-ce que c'est très risqué? Parce qu'en fait, vous allez jeûner parce que vous avez des boutons et vous voulez les voir disparaître. Sauf que quand vous allez jeûner, c'est un peu comme si vous laissiez la clé de la maison au corps, à votre organisme, au vivant en vous, et vous lui dites « Ok, fais ton job ». Et lui, peut-être que les boutons, en fait, c'est le cadet de ses soucis. Avant ça, il y a des réparations à faire au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des poumons, j'en sais rien. Donc vous allez jeûner pour des boutons, puis finalement, les boutons, ils ne vont pas disparaître au premier coup. Là, vous dites « Ah, ça n'a pas marché ». Et vous allez d'autant plus le dire que vous allez évaluer la réussite de votre jeûne à la fin de la période de privation. Et non, les bénéfices, vous allez les avoir dans la phase de surcompensation, c'est-à-dire dans le renourrissement derrière le jeûne. Donc on en déduit, c'est très important de faire attention à ce que l'on mange en sortie de jeûne, au niveau qualitatif et quantitatif, parce que c'est ça qui va déterminer la qualité de la reconstruction dans votre organisme et la qualité du gain qui va suivre le jeûne. Et là aussi, pour terminer avec ça, je vous dis, bon voilà, tu jeûnes parce que tu as des boutons, finalement les boutons ils sont toujours là à la fin du jeûne. Et non, combien de fois j'ai entendu dire, ah le jeûne il n'a pas marché. Alors ça, vous l'enlevez de la tête immédiatement, c'est comme dire que votre corps ne vit pas. D'accord? À partir du moment où tu te prives d'alimentation, tu vas avoir, on va le voir juste après, il va y avoir une cascade de réactions métaboliques. Ces réactions métaboliques, elles ont lieu pour tout le monde, tout le temps. Il n'y a pas de Calimero, il n'y a pas de vilain petit canard, tout le monde est élu pour ça. Par contre, la manifestation symptomatique qui va en découler, elle n'est peut-être pas conforme à ce que vous attendiez spécifiquement. Mais le jeûne marche toujours, il a toujours fonctionné dans l'organisme. Alors, cette idée, tenez, puisque j'ai pris un tableau, quand même, il va servir à quelque chose. En plus, j'ai des feutres, en plus, ils sont magnétiques, comme ça, je ne risque pas de les perdre. C'est cool, hein? C'est technique. Cette idée-là de privation, gain, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire une espèce de diagramme en escalier. Hop, ça va, tu vois? C'est bon? Ouais, cool. Donc là, là tu as le temps, par exemple, tu as le T, et là, tu as la vitalité, la santé de la... Ah non, attends, on va faire la santé de la personne. La S, voilà. Santé de la personne. Tu démarres ici. Petite santé, d'accord? Tu vas jeûner. C'est un peu comme si tu avais une descente, puis après, tu as un gain. Bim, tu vas te retrouver là. Puis après, tu rejeûnes, tu as une descente, et tu as un gain. Puis tu as un jeûne, une redescente, puis un gain, une redescente, puis un gain, une redescente, puis un gain, une redescente, puis un gain. Voilà, et là tu es niveau Dieu plus, quoi. Tu vois, là, tu es un super balèze de la santé. Donc, comprenez comment ça va fonctionner par phase, ce truc-là. Voilà. Et je peux même effacer avec mes stylos, c'est énorme. C'est long, mais c'est impressionnant. On a des effets spéciaux dans ces vidéos maintenant. Donc voilà, donc comprendre vraiment que ça va fonctionner par phase et que la phase de reconstruction, elle est essentielle. C'est-à-dire que ne négligez pas cette phase-là. C'est-à-dire que combien de gens j'ai vu pratiquer, faisaient 3, 4, 5 jours de jeûne, et donc 3, 4, 5 jours de jeûne, c'est sérieux déjà, ça demande un vrai engagement, respect. Et puis derrière ça, bouffer n'importe quoi. Mais c'est dommage. Vous gâchez tous les bénéfices, parce que c'est là maintenant qu'il va y avoir les bénéfices. Donc au contraire, soyez particulièrement attentifs à la qualité de la nourriture. Souvent on dit que la phase de reconstruction, elle dure au moins 2 à 3 fois, voire plus, la durée du jeûne. Et c'est important que cette phase de compensation, elle soit présente. Parce que si vous jeûnez, puis que vous rejeûnez, puis que vous rejeûnez, puis que vous rejeûnez, sans laisser cette phase de reconstruction, et alors là, ça va conduire à l'épuisement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui disent « Ah ben moi j'ai jeûné plusieurs fois et puis finalement j'ai perdu du poids, je me suis affaibli et ainsi de suite. » Ouais, d'accord, mais c'est que tu n'as pas laissé suffisamment de temps. Alors suffisamment de temps, c'est combien? La réponse est toujours la même, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de toi, ça dépend de ta physiologie. Il y a des organismes qui vont rebondir très facilement, qui vont reprendre le poids perdu, parce qu'attention, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si celle-là n'est pas censurée trop rapidement, j'en ferai une suivante. Mais on ne jeûne pas pour perdre du poids dans l'absolu. On jeûne pour recouvrir la santé. Et l'expression de la santé, ça va être un poids physiologique adapté. Mais on jeûne d'abord pour la santé. Et donc, ça va être une par palier, comme ça, comme je vous l'ai dit. Et cette phase de surcompensation, de rebond, elle est importante, elle est incontournable. Donc ne jeûnez pas trop souvent, laissez votre corps remonter, récupérer et ensuite vous rejeûnez. Alors,
Attention, hein, si tu es sur des jeûnes d'une demi-journée, voilà, ça ne rentre pas. Mais moi, je parle de jeûnes qui vont durer 5, 6, 7, 8 jours. N'enchaînez pas trop de jeûnes comme ça. Vous en faites un, vous laissez quelques semaines passer pour accueillir les bénéfices, vous reconstruire avec une alimentation de qualité, et ensuite, vous recommencez si le désir est présent. Hein. Donc attention à ne pas rater la phase de gain. Il y a un jeûne, par exemple, comme ça, qui a été créé par un Russe qui s'appelle Sergei Filanov. Sergei Filanov, on en reparlera peut-être dans cette vidéo, c'est un spécialiste du jeûne sec. Donc jeûne sec, c'est sans alimentation et sans boisson. On en parlera en fin de vidéo. Et lui, il proposait, par exemple, le jeûne en cascade. Très puissant. Très puissant, même très intense. Hein. Pour le coup, je vous donne l'exemple, mais ce n'est pas obligatoirement à reproduire si vous n'avez pas d'expérience. Lui, il faisait un jour de jeûne sec, un jour d'alimentation. 2 jours de jeûne sec, 2 jours d'alimentation, 3 jours de jeûne sec, 3 jours d'alimentation, 4 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours, et ainsi de suite jusqu'à 9 jours. 9 jours de jeûne sec. Alors, 9 jours de jeûne sec, là, c'est plongé en eau profonde. Hein. Tu vas très loin, hein, parce que ce n'est pas du jeûne à l'eau, et le jeûne sec, on voit que on verra en termes de nettoyage et de profond du corps, ça va très vite, ça va beaucoup plus vite. On dit que un jour de jeûne sec équivaut à peu près à 3 jours de jeûne à l'eau. Donc c'est un peu comme si, tu vois, 9 jours va te faire 27-30 jours. C'est presque un mois de jeûne, l'équivalence. Et donc il faisait 9-9. Voilà. Et on va le voir, hein, il y a autant de façons de jeûner que d'individus, de situations de vie. Et là, je vous donne cet exemple, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. C'est peut-être beaucoup trop intense pour vous. Et ça va conduire à une perte de poids. Ceux qui veulent essayer ça, vous pouvez très bien faire 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 et ainsi de suite. En fait, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est un truc très important. On parle d'autonomie. Et j'entends très souvent des gens me dire « Ah, mais est-ce que je peux jeûner comme ci? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Est-ce que j'ai le droit de ?» Mais est-ce que j'ai le droit? Là, pour une fois, tu as ta légitimité. Tu es le souverain de ton propre organisme. Voilà, tu n'as personne. De toute façon, il n'y a personne qui veut te suivre. L'INSERM le dit bien, il n'y a pas de centre médicalisé adapté en France. Donc, théoriquement, tu n'as pas le droit, selon l'INSERM, de jeûner. D'accord? Donc, puisque tu n'as pas le droit de jeûner et que tu choisis de jeûner, bah, tu es hors la loi. Donc, si tu es hors la loi, sois complètement hors la loi. Et pour le coup, écoute-toi. Donc, est-ce que j'ai le droit? Tu es libre. Tu fais des choix. Tu peux expérimenter absolument tout ce que tu veux, adapté, individualisé. La règle, la seule règle pour ne pas se planter, c'est d'y aller progressivement. Voilà. Ne partez pas pour des longs jeûnes, je l'ai déjà dit, commencez doucement, comme on commence n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu veux te mettre, tu n'as jamais couru de ta vie, tu veux te mettre à la course à pied, tu ne vas pas partir courir en 42-195, c'est un marathon. Tu vas commencer à faire quelques kilomètres en courant, en marchant. C'est intéressant, tu ne vas pas faire que courir, là c'est pareil. Tu peux commencer à jeûner un petit peu, puis en prendre quelques jus de légumes. Les gens me disent « Ah, j'ai pris un jus de légumes, j'ai interrompu mon jeûne, c'est cata. » Mais non, mais tu fais ce que tu veux. Tu jeûnes pendant 2 jours, tu prends un jus de légumes, tu repars en jeûne, tu fais ce que tu veux, tu l'adaptes comme tu veux. En fait, ce n'est pas important, c'est à toi. En fait, tu seras dans le juste à partir du moment où tu colleras exactement avec les besoins de la vie en toi. C'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui me disent « Ah, moi, j'étais parti pour 1 semaine de jeûne, j'ai jeûné que 2 jours, c'est un échec. » Je me dis « Je ne sais pas, moi, si c'est un échec. » En fait, c'est peut-être une réussite. Parce que si tu t'es arrêté au bout de 2 jours, parce que réellement tu sentais que ton organisme te disait « Non, stop, ce n'est pas le moment », c'est une réussite. C'est une vraie réussite. Donc, il n'y a pas cette notion d'échec absolu, elle n'existe pas pour moi. Hein. Vous savez, pour moi, la notion de bien et de mal, en fait, c'est le vivant qui la dicte. Hein. C'est-à-dire, est-ce que tu colles à la vie ou est-ce que tu ne colles pas à la vie? Si tu vas dans le sens de la vie, tu es dans le bien. Si tu ne vas pas dans le sens de la vie, tu n'es pas dans le bien. Et là, c'est exactement pareil avec le jeûne. Donc, vous faites exactement comme vous voulez. Je dirais même que le jeûne le plus naturel possible, hein, quand on parle de jeûne instinctif, tu vois, il y en a qui me sortent l'histoire de jeûne instinctif où finalement tu ne vas jamais jeûner de ta vie. Mais moi, je parlerai de jeûne naturel. Le jeûne naturel, ça serait un jeûne un peu aléatoire. Il y a des jours où tu manges dès le matin, puis il y a des jours où tu ne manges pas de toute la journée et tu ne fais qu'un repas le soir. Puis pendant 2 jours, tu ne vas pas manger. Puis après, tu vas remanger pendant 1 semaine ou 2. Puis tu vas, tu changes tout le temps. Dans la nature, c'est exactement ce qui se passerait. C'est-à-dire que tu as des jours, des saisons où il y a abondance, tu as des saisons où il n'y a pas d'abondance, tu rends compte, tu as des jours où tu ne manges qu'un seul type de produit, tu as des jours où tu vas avoir différents types de produits, et cet aléatoire correspond beaucoup plus aux conditions dans lesquelles notre organisme s'est formé. Alors, on est libre d'expérimenter, mais pour ça, il faut la connaissance, et c'est ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui, en espérant que les censeurs de YouTube ne strikent pas cette vidéo, qui est, alors pour le coup, comme ils disent, science-based, donc appuyé sur la science. Donc, que se passe-t-il quand on jeûne? Le signal absolu,
quand on commence à consommer un aliment qui est censé nous alimenter, un aliment c'est des macronutriments, lipides, glucides, protéines, et des micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Quand on ingère un aliment, quel qu'il soit, le corps réagit en produisant une hormone qu'on appelle l'insuline. Tiens, on va la mettre, l'insuline, on va l'écrire là, hop, insuline. J'appuie pas trop sur le tableau parce que sinon il va basculer là. Parce qu'il y a tellement de. On a mis tellement de paille au sol là que le tableau il va le dingue. Insuline. Tu manges égale insuline. Alors l'insuline, vous avez déjà entendu son nom, hein, c'est une hormone. Une hormone, c'est un messager chimique. C'est-à-dire c'est un produit qui est censé apporter une information à l'organisme à distance, qui est véhiculée par le sang. L'hormone, en l'occurrence, cette hormone, elle est produite par un organe qui s'appelle le pancréas, qui est un organe tout en longueur, là, qui se situe à ce niveau-là. Et donc cette hormone, cette insuline, elle dit au corps, ok, maintenant l'individu est en train de manger, il s'agit de stocker. Parce que quand tu manges, il s'agit d'utiliser ce qui est mangé. Bien sûr, l'insuline favorise l'entrée du sucre dans la cellule et favorise aussi le stockage. Stockage, c'est important, c'est un stockage sous forme de graisse. D'accord ? Et ça va être important pour la physiologie du jeûne. Nous ne stockons pas des sucres. Les plantes stockent des sucres. Quand vous voyez la racine d'une plante, ce sont des sucres complexes. Ça va être leur réserve énergétique. Chez l'humain, on ne stocke pas les sucres. On stocke un petit peu d'un truc qu'on appelle le glycogène. Glycogène, un glucose, vous voyez qu'il y a un truc un peu similaire. Le glycogène, on en stocke un petit peu dans le foie, ici, et dans les muscles. Sauf que celui qui est utile en jeûne, c'est celui qui est dans le foie, et nos réserves de glycogène sont limitées. Et, entre nous soit dit, elles seront d'autant plus limitées que tu bouffes tous les quarts d'heure. Parce que c'est toujours pareil, le corps construit des réserves efficaces en fonction de ton utilisation de ces réserves. C'est-à-dire que si tu manges tous les quarts d'heure, le corps n'a pas besoin de fabriquer beaucoup de glycogène, il sait de toute façon que tu es alimenté tous les quarts d'heure, que tu es tout le temps en train de grignoter. Et le jour où tu ne vas pas avoir de nourriture, aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Donc nous ne stockons pas sous forme de graisse, sous forme de sucre, on stocke sous forme de graisse. La graisse, c'est avant tout, premièrement, le stockage de l'organisme. Donc en fait, dès qu'on commence à manger, l'insuline grimpe, elle dit au corps, utilise les sucres qui sont passés dans le sang, on les digère dans le tube digestif et puis ça passe dans le sang, et ensuite stocke sous forme de graisse. Alors, ce qui est important, c'est qu'on parle toujours de l'insuline. Si vous êtes diabétique, tous les médecins vous disent surtout ne mangez pas de fruits parce que c'est plein de sucre et le sucre, ça fait monter l'insuline. Alors il faut savoir que sucre, protéines ou graisse, dès qu'il y a l'insuline est un messager qui indique au corps qu'il y a alimentation et qu'il doit y avoir stockage. La réponse insulinémique n'est pas exactement la même et ce qui va faire la plus grosse réponse insulinémique, c'est le sucre, c'est certain, mais protéines ou graisses, ça fait réagir de la même façon. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire sur YouTube parce que d'après moi la vidéo elle ne va pas durer longtemps, mais ça vaudrait le coup de faire une vidéo, ce serait très intéressant ça, y compris pour communiquer avec la juge d'instruction et avec les autorités qui me reprochent certains propos sur le jeûne chez les diabétiques. Je vais préparer une vidéo jeûner quand on est diabétique. Parce qu'il y a énormément de choses à dire et beaucoup de physiologie à comprendre. Alors que la plupart des médecins, tu leur dis jeûner diabétique, et ils poussent des cris. C'est même, ils font de, je sais pas, de l'aérophagie, j'en sais rien. En tout cas, c'est de l'affolement général. Non mais attends, on va se baser sur la science et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et on va se rendre compte que ce soit avec le type 2 et même dans certaines conditions très précises avec le type 1, on peut de manière intelligente adapter jeûner et avec beaucoup de bénéfices. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui en témoignent. Mais ça sera un autre sujet. On va déjà voir si cette vidéo, elle tient quelque temps. Alors, donc, on commence à manger. Et au bout d'un certain temps, on est éloigné du repas. C'est là où on va avoir notre frise temporelle. C'est pour ça que j'ai amené ce gros tableau jusqu'ici. Donc, on va l'utiliser quand même. Le niveau de sucre va commencer à diminuer. Et ça, c'est le marqueur. Le corps, il est basé sur la quantité de sucre. On doit avoir en permanence entre 0,7 et 1,2 g de sucre dans le sang. Donc, je vais vous l'écrire. Sucre dans le sang. 0,7, 1,2, à quelque chose près, c'est des grammes par litre.
Alors je sais que les anglo-saxons, ils ont d'autres unités, je crois qu'ils disent entre 7 et 12 par exemple, parce que je ne sais plus en quoi ils s'expriment, bon, peu importe, hein, le corps il va s'adapter, hein, en diminuant le stockage, hein, et quand le sucre commence à descendre, eh bien, il va commencer à utiliser ce fameux glycogène pour libérer du sucre, hein, et normalement, il va taper dans les réserves tant qu'il en a à disposition. Donc normalement, cette question, hein, du sucre dans le sang, elle ne devrait pas poser de problème. Parce que soit on est alimenté de l'extérieur, soit eh bien, on n'est plus alimenté de l'extérieur et à ce moment-là, le corps il switch sur le carburant intérieur. Donc la régulation de la glycémie, c'est un processus hormonal, d'accord? Et c'est donc directement lié à notre état de vitalité. On sait qu'une personne épuisée, c'est une personne dont le système hormonal et le système nerveux est épuisé. Et alors il y a vraiment une chose importante à comprendre, c'est que toutes les personnes qui vont présenter par exemple des phénomènes d'hypoglycémie, mais qu'est-ce que ça veut dire simplement? Normalement l'hypoglycémie elle ne devrait pas venir. Je veux dire, le sucre commence à diminuer parce que tu t'éloignes du repas précédent, ben à ce moment-là, bim, le corps, il envoie un signal hormonal, on va voir lequel il est, l'insuline diminue et il y a une hormone qui s'appelle le glucagon, hein, qui est sécrétée par le pancréas, qui va d'ailleurs augmenter l'inhibition de la production d'insuline et qui va faire que le corps il va commencer à transformer le fameux glycogène qui est dans le foie en sucre, puis plus tard il va aller taper dans les graisses pour produire là encore des sucres et alimenter le corps, hein. Donc l'hypoglycémie c'est d'abord et avant tout un problème d'adaptation, d'accord? Et comment est-ce qu'on solutionne un défaut d'adaptation? Il y a deux possibilités. Soit on dit on compense avec des apports extérieurs, c'est-à-dire quelqu'un fait une hypoglycémie, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah mange un morceau de sucre, d'accord? Mais ce faisant, tu sollicites d'autant moins le système adaptatif. Ou alors, on va solliciter le système adaptatif à la limite de ce qu'il peut supporter pour le renforcer. Je te donne un exemple pour que vous compreniez. Tu n'as aucun développement musculaire, tu as une atrophie musculaire, hein. Quelle est la solution? La solution, est-ce que c'est de te mettre un exosquelette, par exemple, qui va te donner l'illusion d'être plus fort, mais qui en vérité va te laisser aussi frêle que tu n'es? Ou est-ce que ça va être de doucement reprendre l'entraînement physique à la limite de ce que tu peux supporter? Alors au début, ça ne sera pas grand-chose, mais ça sera déjà ça, jusqu'à ce qu'il y ait un renforcement réel. Le parallèle, il est exactement le même. Moi, je sais que chaque fois qu'on m'a parlé d'hypoglycémie, j'analyse physiologiquement parlant en disant c'est une personne qui a un défaut d'adaptation. Moi, personnellement, dans un cas comme ça, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, j'irai chaque fois à la limite, c'est-à-dire je ne rentre pas à la crise d'hypoglycémie, tu as production d'adrénaline, tu as des sueurs froides, tu as une crise de panique et tout. Il ne faut pas rentrer dans l'état de panique. Mais au lieu de sauter immédiatement sur le sucre, j'attendrai un tout petit peu, puis un tout petit peu plus. Puis la fois suivante, un tout petit peu plus, de manière à renforcer l'organisme. Donner du sucre à quelqu'un qui fait des hypoglycémies régulières, c'est le condamner à aggraver sa situation. De la même manière, hein, gaver d'insuline quelqu'un qui fait des hyperglycémies, hein, c'est le condamner à aggraver sa situation. Ok, donc là, on a un tableau général. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Que se passe-t-il dans le corps quand on jeûne? Donc, premièrement, arrêtons de croire que jeûner, c'est s'arrêter. Parce qu'on dit toujours, le jeûne, c'est du repos, je vais m'allonger, et ainsi de suite. D'accord? C'est du repos extérieur. Généralement, on recommande effectivement, quand on jeûne, de se poser au repos. Par contre, à l'intérieur, c'est une explosion de vie. La vie extérieure ralentit au profit de la vie intérieure. D'ailleurs, c'est facile à voir. Quand on se met à jeûner, rapidement, au bout d'un jour ou deux, on va commencer à avoir de l'inconfort, des douleurs, on sent nos organes, on sent le foie, on sent les reins, on sent les intestins, on peut avoir des chasses digestives, de la diarrhée, on peut cracher, on peut tousser, ça peut sortir. Enfin, on se rend compte qu'on n'est pas à l'arrêt du tout. D'accord? Donc, cette idée que le jeûne, c'est un arrêt, c'est une pause, ce n'est pas une pause du tout. C'est une explosion de vie. C'est un moment où la vie, elle explose littéralement. C'est un moment très, très intense. Donc le jeûne, et ça c'est quelque chose de très important, ce n'est pas égal à du repos. D'ailleurs, cette notion de repos, c'est complètement bidon. La vie ne s'arrête jamais, même quand on dort. On dort, on se repose. Toi, tu te reposes, mais ton corps, il ne se repose pas. Enfin, c'est une autre phase de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le repos. C'est une autre phase de fonctionnement. Mais la vie ne s'arrête jamais en nous. Et paradoxalement, le jeûne est un moment très intense de vie. Alors, je vais vous indiquer un petit peu des timings approximatifs de ce qui se passe
quand on jeûne. Alors je dis bien c'est approximatif parce que ça va dépendre de votre physiologie, de votre terrain, de votre habitude du jeûne aussi. Parce qu'on va se rendre compte que ces timings peuvent être bouleversés. Si la personne elle est vraiment habituée à jeûner, elle va aller plus rapidement taper dans certaines stocks. Ça peut être aussi bouleversé par le fait que vous ne vous alimentiez pas et vous ne buviez pas ou non. C'est-à-dire qu'un jeûne sec, en fait les timings que je vais vous indiquer ils vont être extrêmement réduits. C'est-à-dire quand je vais vous dire par exemple au bout de 12 heures il y a tel phénomène qui se passe, en jeûne sec c'est au bout de 4 heures ou 6 heures et on verra tout à l'heure pourquoi. Donc on va prendre une espèce d'échelle temporelle, comme ça, quick. Ok, là c'est le dernier repas. À 0, c'est le dernier repas. Vous venez de manger. Alors au bout de 4 heures à peu près, excuse-moi j'ai écrit comme un chacal, un vrai 4, je vais me mettre en face, je suis désolé je te tourne le dos. Voilà, 4 heures. Au bout de 4 heures, la quantité de sucre dans le sang issue de la digestion et du dernier repas commence à chuter et le foie va commencer à libérer du glycogène. Donc là, on va marquer glycogène. Alors je vous dis, glycogène, il va en libérer à la hauteur de son stockage. Plus vous pratiquez le jeûne, plus le corps va apprendre à stocker du glycogène et donc le glycogène il est très accessible. Hein. On verra après, le corps il va aller puiser dans des réserves de graisse par exemple, ça prend plus de temps, d'accord? Ça demande une adaptation métabolique plus importante. Le glycogène c'est pas du sucre simple directement utilisable, mais c'est pas loin. Donc en fait c'est un stockage super intéressant. Parce que franchement, basculer sur le glycogène, ça se fait comme ça, quoi. C'est un changement de carburant à peine, quoi. Donc, arriver à stocker plus de glycogène, c'est très intéressant. Comment on stocke beaucoup plus de glycogène? C'est simple, en pratiquant le jeûne. Plus vous allez jeûner, plus votre corps va s'adapter en stockant plus de glycogène qui va vous permettre de mieux jeûner de façon beaucoup plus confortable. En faisant de l'exercice physique d'endurance aussi, dans lequel on va taper dans nos réserves de glycogène. À ce moment-là, ça va apprendre au corps à stocker plus de glycogène. Hein. La libération de glycogène elle va atteindre son maximum environ 6 heures après la dernière prise alimentaire. Là encore, timing indicatif. Donc 4-6 heures, ça c'est le temps du glycogène. Hop, attendez, hop, voilà, ça c'est le temps du glycogène. Hein. Alors ensuite, lorsque le glycogène est complètement décomposé en molécules de glucose, donc on appelle ça la glycogénolyse. Hein, il y a la glycogénèse dans laquelle on forme du glycogène et il y a la glycogénolyse dans laquelle on détruit le glycogène qui est stocké dans le foie, enfin on le détruit, on le décompose pour produire des sucres. Hein. Ensuite, après cette phase, il va y avoir une deuxième phase qui va commencer à s'enclencher. Alors les phases, il faut bien comprendre qu'elles se recouvrent. Hein. C'est pas, t'en as une puis ça s'arrête, c'est pas un interrupteur, c'est pas on-off. Hein. Il y a un recouvrement qui se fait. Il y a un phénomène qui s'appelle la néoglucogénèse. Hein. La néoglucogénèse, hein, c'est un autre mécanisme qui est dit hyperglycémiant et qui va se déclencher au bout de 12 heures. 12 heures, 16 heures à peu près. Hein. La néoglucogénèse, donc c'est la synthèse de glucose à partir de composés non glucidiques. Hein. Alors ça va être les acides aminés, donc les protéines, les composantes de base de protéines, et des acides gras issus des réserves lipidiques. Donc la néoglucogénèse, j'écris néoglucogénèse. Donc là, c'est les protéines. Alors je mets protéines, en vérité, c'est acides aminés, hein, donc c'est les briques de base des protéines. Et lipides, c'est les acides gras qui composent les lipides, qui sont décomposés pour produire de l'énergie. Alors là, il y a un truc qui est très intéressant. Hein, c'est que à partir à peu près de 12 heures, il y a quelque chose qui va être au niveau hormonal. Ça y est. Ah ouais, voilà. Muchas gracias. Ah, j'étais content, j'ai acheté des feuilles de toutes les couleurs, là, Quentin il avait assuré. Donc, il y a un truc qui va être très intéressant à partir de 12 heures. On voit une production massive de GH. Alors dit comme ça vous fait peut-être pas rêver, GH, mais GH c'est Growth Hormone. Avec un accent américain très catalan. Growth hormone, ça veut dire hormone de croissance. Vous savez, le truc avec lequel se picousent tous les... Voilà, l'hormone de croissance. Au bout de 12 heures de jeûne, elle augmente énormément. Alors, physiologiquement parlant, ça se comprend. Ça se comprend parce que je me dis,
Au bout de 12 heures sans alimentation, dans un contexte naturel, en fait, ton corps va s'adapter en te donnant un maximum d'énergie disponible parce que l'hormone de croissance, elle va augmenter la circulation de nombre d'hormones, elle va métaboliser, hein, c'est un boost du métabolisme énergétique. Donc en fait, elle va te donner beaucoup plus de capacité à aller chercher de la nourriture. Parce qu'en fait, plus tu t'abstiens de manger, plus, en tout cas dans un premier temps, ton corps va s'adapter en te rendant plus performant pour rechercher de la nourriture. Puisque je vous l'ai dit, la privation d'alimentation, j'ai dit nourriture mais c'est alimentation, la privation d'alimentation est une contrainte pour l'organisme. Donc on va avoir à ce moment-là production d'hormones de croissance. Donc hormones de croissance dit hormones anti-âge qui améliorent la fixation du calcium et donnent des os de meilleure densité. Ça a participé énormément à la construction du squelette. L'hormone de croissance, elle est très importante pour les jeunes en développement. Elle permet de mieux brûler les graisses, métabolisme énergétique, on brûle mieux les graisses, on produit plus de chaleur et plus d'énergie. Elle augmente la masse musculaire. Alors pareil, elle augmente la masse musculaire quand on fait de l'exercice. On ne construit pas du muscle autrement qu'en faisant de l'exercice. Mais en faisant de l'exercice, et là c'est intéressant, donc en faisant de l'exercice à jeun, par exemple, 12 heures de jeûne, tu fais ton dernier repas à 8 heures du soir, à 8 heures du matin, tu es à 12 heures de jeûne. D'accord? Donc c'est pas juste, c'est quand tu dors, hein. Ça, tu vois, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Eh bien, à 12 heures de jeûne, tu as une augmentation importante de l'hormone de croissance. Donc, augmente la masse musculaire, et ça explique pourquoi il y a pas mal de gens qui sont adeptes de ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas manger le matin et faire de l'exercice physique à jeun, pour profiter de ce boost de l'hormone de croissance. Ça augmente le métabolisme, donc tu as une espèce de mieux-être global, une résistance au froid, un meilleur moral, et ainsi de suite. Ça favorise la synthèse des protéines et la réparation des tissus. Donc très importante cette hormone de croissance. On va avoir aussi une augmentation importante d'un facteur qu'on appelle la BDNF. Là encore, je vais vous le faire en anglais, désolé, toutes mes condoléances. Brain Derivated Neurotrophic Factor. Donc c'est facteur neurotrophique. Donc neurotrophique, ça veut dire de croissance neuronale dérivé du cerveau. Brain, c'est cerveau. D'accord? Facteur neurotrophique de croissance neuronale. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un facteur qui va favoriser les connexions entre les neurones, l'établissement de nouvelles connexions, le rajeunissement du cerveau et le fonctionnement global du cerveau. C'est-à-dire globalement, ça te rend moins con. En tout cas, ça te rend plus intelligent. Je ne sais pas si les deux sont similaires, mais bon, voilà. BDNF, et donc on a aussi une autre hormone qui s'appelle le glucagon. Le glucagon, c'est un peu l'antagoniste de l'insuline et c'est cette production de glucagon qui va déclencher la production de BDNF et de GH. D'accord? Donc le glucagon, lui, signale au corps, ok, il n'y a plus d'alimentation qui arrive, donc maintenant il va falloir t'adapter. D'accord? Alors là, on est à 12 heures, on continue notre petit chemin, bim, on arrive à 24 heures. Alors, je vous l'ai dit, ce sont des temps indicatifs. Selon la personne, selon son habitude du jeûne, et selon son métabolisme, et selon si c'est un jeûne à sec ou pas, les temps peuvent être réduits. À 24 heures, on va avoir une augmentation forte d'un processus qui s'appelle l'autophagie. Alors là, l'autophagie, élément très très important, sur lequel il y a à peu près tout et n'importe quoi qui a été dit, beaucoup de fantasmes. Et là, pour le coup, je vous renvoie vraiment vers le magazine numéro 8, parce qu'Estelle avait fait un énorme travail sur l'autophagie. Et je sais qu'elle avait bien creusé la question pour arriver vraiment à une définition de l'autophagie, une compréhension de l'autophagie que moi, personnellement, j'ai vue nulle part ailleurs. Donc, je la salue pour ça. L'autophagie, c'est un processus d'autodégradation des composants de la cellule. C'est-à-dire que les protéines qui forment la cellule, eh bien, elles sont dégradées par le corps lui-même. Alors ça remplit différentes fonctions, ça permet de recycler des vieux éléments qui sont inadéquats, des organites qui sont inadéquates, pour en construire de nouvelles. Ça permet la croissance, la différenciation, c'est le renouvellement des composants intracellulaires endommagés. Donc l'autophagie, c'est un rôle d'entretien et de nettoyage des cellules, littéralement.
Ça est aussi, par exemple, on sait que quand le corps produit des protéines, il y a des protéines, il y a des aberrations dans la production de protéines, il y a des ratés d'une certaine manière. Eh bien, l'autophagie permet de redécomposer ces protéines ratées en acides aminés pour en recomposer d'autres qui soient plus adaptés à l'organisme. C'est un mécanisme de recyclage et donc de renouvellement permanent. Donc c'est vraiment un mécanisme, on va dire, d'une certaine manière, de rajeunissement de l'organisme en faisant beaucoup de raccourcis. Ça permet aussi, on s'est rendu compte que l'autophagie avait tendance à décomposer ce qu'on appelle la plaque amyloïde. La plaque amyloïde, c'est un agrégat de protéines qui est mis en cause dans la survenue de ce qu'on appelle des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. On dit qu'on voit apparaître au niveau du cerveau une plaque amyloïde qui corrompt la communication entre les neurones et le fonctionnement global du cerveau. Eh bien, l'autophagie participe à décomposer, donc à désagréger cette plaque amyloïde. Alors, c'est très intéressant parce que souvent, dans la littérature de médecine alternative, on va dire, l'autophagie, elle va venir détruire les mauvais éléments pour favoriser le bon. Donc, tu vois, c'est une espèce d'auto-nettoyage de l'organisme très sélectif. En vérité, l'autophagie, très longtemps, on a considéré qu'elle était, scientifiquement parlant, on a considéré qu'elle était non sélective. Maintenant, on se rend compte qu'elle est à la fois non sélective et sélective. C'est-à-dire qu'elle va décomposer tous les éléments sans regarder, et puis elle va aussi aller décomposer, cibler certains éléments. L'autophagie, c'est aussi une réponse à la situation de famine, dans laquelle le corps va prendre à l'intérieur des cellules les éléments les plus endommagés, les moins intéressants, les moins efficaces, pour reconstruire des nouveaux éléments et produire de l'énergie. D'accord ? Donc c'est vraiment un phénomène très très intéressant. Alors on se rend compte qu'au bout de 24 heures, on assiste à une augmentation de l'autophagie. Et cette notion d'augmentation de l'autophagie, elle est très importante. Parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, quand tu jeûnes, il y a l'autophagie qui se déclenche. » L'autophagie existe tout le temps, dans le corps, tout le temps. Voilà, tout le temps, il y a de l'autophagie qui se produit. Heureusement pour nous, parce que sinon, il n'y aurait pas de recyclage de nos déchets cellulaires, il n'y aurait pas les protéines anormales qui seraient recyclées, donc ça n'irait pas du tout. Par contre, on se rend compte qu'au bout de 24 heures de jeûne, ce phénomène est largement amplifié. Et donc on bénéficie beaucoup plus de ce processus d'auto-nettoyage, de recyclage des composants de la cellule elle-même. Donc 24 heures, augmentation de l'autophagie. Entre 24 et 32 heures, alors cette fameuse néoglucogénèse, elle commence à diminuer, parce que vraiment là, l'insuline elle est très basse. L'insuline elle est très basse. Alors là, petite remarque, je vous le dis là, je n'avais pas pensé à le dire, mais je pense que c'est important de le dire. L'insuline elle est très basse. Une hormone, ça fonctionne avec des récepteurs à ces hormones dans le corps. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'une hormone va venir se fixer sur un récepteur pour amener à une action. Quand il y a des niveaux d'hormones qui diminuent fortement, on se rend compte que la sensibilité des récepteurs augmente. Donc, quand vous allez traverser une période de jeûne relativement longue, au-delà de 32 heures, dans laquelle, pendant plusieurs jours, l'insuline va être très basse, les récepteurs à l'insuline vont augmenter leur sensibilité. Ce qui veut dire que quand vous allez vous réalimenter, il faudra très peu d'insuline pour que ces récepteurs se mettent en action. Il va y avoir une plus grande sensibilité à l'insuline. Ça, c'est intéressant. Parce que j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, j'en ai fait en 2016, en 2018, vous pouvez chercher sur ma chaîne si les moteurs de recherche vous permettent de les trouver. J'expliquais pourquoi un repas de sortie de jeûne, il faut faire attention parce qu'une alimentation trop transformée, sucrée particulièrement avec des sucres simples, voire des sucres transformés, va être catastrophique parce que ça va nous faire un pic d'insuline monstrueux et comme en plus les récepteurs ont une sensibilité énorme, ça va être catastrophique. La réponse du corps va être gigantesque parce que la sensibilité a augmenté. Et d'ailleurs, petit aparté, si quand il y a des niveaux chroniques d'hormones bas, la sensibilité des récepteurs, elle augmente, à l'inverse, des niveaux chroniquement hauts d'hormones vont amener à une baisse de la sensibilité des récepteurs. C'est-à-dire que quand vous balancez des hormones exogènes, c'est-à-dire de l'extérieur à votre organisme, dites-vous que les récepteurs ils diminuent leur sensibilité. Et donc ça veut dire, ça explique pourquoi le jour où vous voulez arrêter de prendre ces hormones extérieures, le corps n'arrive pas à en produire suffisamment pour déclencher les récepteurs.
je ne sais pas si tout le monde a suivi, on y reviendra. Donc à 32 heures, la néoglucogénèse commence à diminuer de façon importante parce que le niveau d'insuline il est quasiment nul. Donc le glucose, hein, parce que la néoglucogénèse elle utilise les protéines et les lipides pour produire du sucre, mais comme l'insuline est très très basse, ce sucre ne pourrait plus rentrer dans la cellule, donc ça ne marche plus. Donc le glucose va devenir un carburant limité pour le cerveau et les cellules de l'organisme. Alors d'un seul coup, le corps va alors produire un nouveau carburant qui s'appelle les corps cétoniques. Il rentre dans une phase qu'on appelle la cétose. La cétose, c'est une phase très très particulière qui est reconnaissable à l'haleine des personnes. Il y a une haleine, le jour où vous la sentirez, on appelle ça l'haleine cétosique. C'est très particulier, je ne saurais pas décrire son odeur, mais c'est une haleine très très particulière et ça indique qu'on est rentré en cétose. Donc les corps cétoniques qui sont produits à partir de la métabolisation des graisses, des acides gras. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on commence à produire des corps cétoniques, donc on est en cétose, le corps fonctionne directement sur les acides gras et globalement on n'a plus faim du tout. On est sorti de la zone d'adaptation, de la phase d'adaptation, de la phase de stress et de contrainte et là globalement on peut continuer jusqu'à ce que les réserves de matière grasse de l'organisme soient, je ne vais pas dire épuisées parce que le corps ne laisse jamais aller jusqu'à l'épuisement, mais on peut aller loin dans le jeûne, d'accord? Donc il n'y a plus de contraintes. Donc la phase de contrainte, c'est celle-là. C'est de 0 à 32 heures. Si vous êtes en jeûne sec, c'est de 0 à 24 heures à peu près. On réduit un petit peu le temps. C'est la phase où le corps il doit s'adapter. Il fait de la glycogénolyse. Après, il fait de la néoglucogénèse. L'hormone de croissance augmente, la BDNF augmente. L'adrénaline, la noradrénaline augmente aussi parce qu'il y a cette phase de contrainte et de stress. L'autophagie augmente. Voilà, ça bouge dans tous les sens. À partir du moment où on rentre dans le fonctionnement avec les corps cétoniques et la cétose, c'est un peu comme on se laisse glisser. Le corps, il a compris que vous n'alliez pas manger. Et là, il se dit, oulala, il va falloir que je fasse quelque chose parce que le mec, il a trop regardé de vidéos de fake news là, sur Internet et par des gourous de la santé autoproclamés. Et donc là, c'est foutu, là, il va vraiment continuer. Donc là, le corps, il s'adapte et il produit des corps cétoniques, de la cétose. Donc on est à 32 heures. Ça va se mettre en place progressivement et on dit que au-delà les 32 heures, allez, on va dire 48 heures à peu près, 48, 72 heures. Donc là, on est vraiment bien installé dans la cétose. On rentre dans ce qu'on appelle le jeûne long. Quand on parle de jeûne court, ça va être un jeûne qui va durer jusqu'à 72 heures, donc 3 jours à peu près. C'est ça, 24, 48, tout ça, c'est ça. À partir de 3 jours, on rentre dans ce qu'on appelle le jeûne long. C'est un jeûne dans lequel il ne va plus y avoir cette sensation de faim. Et on rentre, autant la première phase, c'est une phase de stimulation, d'adaptation. Tu vas apprendre à ton corps à aller puiser dans ses réserves. Ça va bouger très très fort. La deuxième phase, tu rentres vraiment dans un moment de nettoyage très profond, de déstockage. On va rentrer vraiment dans une phase de détoxification très très intense. Je vous dis, la détoxification, selon les médecins de plateau, ça n'existe pas. Alors c'est marrant, parce que moi quand j'entends ça, c'est marrant, je te dis, j'en ai vu un, là, encore ce matin, on m'a envoyé une vidéo dans laquelle tu avais un mec qui disait avec aplomb, et c'est fascinant d'ailleurs pour moi, l'aplomb avec lesquels ces médecins de plateau peuvent mentir. En fait, je me suis dit, non, ils ne mentent pas en fait. Enfin, pour eux, ils ne mentent pas. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés de ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peu de connaissances scientifiques et tellement peu d'esprit critique qu'ils ne se rendent pas compte à quel point leur formation a été assurée uniquement par les grands laboratoires pharmaceutiques et à quel point ils sont passés complètement à côté de ce qui concerne la santé. Et donc les mecs, ils peuvent te dire, ah non, mais la détoxification, premièrement, ça n'existe pas, et deuxièmement, il n'y a pas moyen de la renforcer, de l'activer, de la soutenir. Moi, ce médecin de plateau, j'aimerais bien l'avoir sous la main. Je le fais jeûner 72 heures et on va voir un peu la tête qu'il va faire et on va voir si la détoxification, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a un grand hygiéniste qui s'appelait Arnold Ehret qui disait, si tu veux connaître l'état de vitalité d'une personne, tu le fais jeûner 3 jours, donc 3 jours en état 72 heures, et tu vois dans quel état il est. Normalement, s'il n'est pas en bon état de santé, comme je l'imagine, ce médecin de plateau, globalement, au bout de 3 jours, il doit vraiment, excusez-moi l'expression, il doit en chier grave, quoi. Et voilà. Là, on fera une vidéo et ça sera très très marrant. Donc voilà, 48-72 heures, on rentre dans le jeûne long,
on est dans le jeûne de détoxification profonde. Nettoyage profond de l'organisme. Donc il peut y avoir toute une symptomatologie qui va apparaître parce que les organes d'élimination vont être sollicités, les reins, les intestins, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Le propos de cette vidéo, c'était de vous montrer vraiment qu'est-ce qui se passe et ces différentes échelles. Jeûne court, jeûne long, jeûne de stimulation, d'adaptation, dans lequel le système hormonal et le système nerveux vont être extrêmement sollicités. Jeûne long, jeûne de nettoyage profond. Quand on proposait, parce que maintenant il n'y a plus aucune clinique qui veut accueillir des cancéreux pour des jeunes, en tout cas en Europe, mais à l'époque, quand il y avait des cliniques qui osaient accueillir des cancéreux, quand on leur proposait des jeûnes, c'était automatiquement des jeûnes de plus de 72 heures, c'était une semaine, 2 semaines, 3 semaines de jeûne, parce que voilà, il faut de la détoxification et du nettoyage très très profond. Ce qui n'invalide pas une pratique régulière de jeûne plus court, de 1 jour, 2 jours, comme je vous l'ai dit. Voilà, déjà, probablement, si vous devez découvrir le jeûne, commencez par des jeûnes très courts, une demi-journée. Enfin, tu vois, tu fais 4 heures de jeûne. Bon, 4 heures de jeûne, normalement, tout le monde devrait arriver à ne pas manger pendant 4 heures. Et généralement, on y arrive. Bon, 6 heures, 8 heures. Ça commence à être plus dur. Ouh là là, le petit café le matin, tout ça, c'est compliqué. Bon, tu te passes du café le matin, tu arrives à 12 heures. 12 heures, c'est pas mal déjà. Tu finis ton repas vers 9 heures, tu recommences à ne manger qu'à 9 heures du matin le lendemain. Voilà. Après, tu peux pousser un peu plus. Tu pousses jusqu'à midi. Donc là, tu vas commencer à rentrer dans ce qu'on appelle le 18-6. 18-6, c'est 18 heures d'abstinence d'alimentation pour une fenêtre de 6 heures. Tu manges entre midi et 6 heures du soir. 18 heures, d'accord ? Voilà, ça c'est le 18-6. Ça c'est un bon petit programme de nettoyage qui peut être continué très très longtemps. Puis tu pratiques ça sur plusieurs mois par exemple. Puis quand tu es à l'aise avec le 18-6, alors là quand je dis à l'aise, qu'est-ce que c'est ? Tu vérifies. Est-ce que tu perds de la vitalité ? Est-ce que tu perds du poids ? Si c'est le cas, c'est que c'est trop. Voilà, c'est trop. Tu reviens à tes anciennes habitudes, ou en tout cas tu trouves un compromis entre les deux. Si par contre tu es à l'aise, au contraire tu gagnes en vitalité, tu gagnes en force, tu te sens bien dans ton moral et ainsi de suite, super, tu vas pouvoir peut-être même réduire de temps en temps. Tu vois, le week-end tu vas te faire du 24 par exemple, ou jeûner toute la journée par exemple. Voilà, on joue avec ça et on progresse petit à petit jusqu'à expérimenter des jeûnes plus longs. Je connais énormément de gens qui pratiquent des jeûnes longs chez eux, mais évidemment, ils n'y sont pas allés du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment le temps de s'adapter à ça et ils ne prennent aucun danger parce qu'ils y sont allés progressivement. Comme, je veux dire, tu as des gens qui font des ultra-trails de 200 km, ils ne prennent pas de danger, enfin ils ne sont pas en danger. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont adaptés à cette distance progressivement. Tu pars du jour au lendemain pour faire un trail de 200 km dans la montagne, tu es mort, voilà, tu vas lisser ta peau. Alors quelques petits mots complémentaires, parce que je pense que là déjà on a une longue vidéo, donc je vais pas la faire, on est long là, je vois 57 minutes. Je vois Alex qui rigolait, je lui avais dit elle sera pas trop longue celle-là. Non mais c'est tellement fascinant, enfin il y a tellement de choses à dire. Bon, 2-3 petites choses, le jeûne sec. Parce que alors ça, chaque fois qu'on me dit, il y a une émission de télé qui parle du jeûne, alors déjà je me marre déjà à l'avance, je me dis tiens je vais m'installer, là je dis déjà je vais rigoler, voir le niveau d'incompétence qu'on peut avoir sur ces plateaux, mais alors s'il y en a un qui ose parler du jeûne sec, c'est exceptionnel. Là on est vraiment dans l'exceptionnel. Donc globalement, privation de liquide, retenez, tu meurs en 24 heures, chrono, garantie, remboursé. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'on te dit, tu meurs en 24 heures, d'ailleurs c'est ce que j'ai cru longtemps aussi, donc je me moque de moi-même. En vérité ce n'est pas du tout le cas, Sergueï Filenov que je vous citais au début, lui il fait régulièrement jeûner des gens pendant 12 à 15 jours par exemple en jeûne sec, alors suivant un protocole d'adaptation progressive. Ce qu'il faut retenir, c'est que si cette première phase est une phase de contrainte, la privation d'eau va être une contrainte supplémentaire. Donc si vous n'avez jamais jeûné, surtout commencez pas, je ne sais pas, vous voyez. Mais en tout cas, ne commencez pas par des longues phases de jeûne sans eau, ça c'est certain. Moi je dis ça parce que, en fait, moi personnellement, je trouve, et on pourrait développer, mais c'est ce que j'enseignais beaucoup dans mes formations, je disais, il vaut mieux augmenter l'intensité et réduire la durée. Parce que la réponse du corps est à la hauteur de l'intensité et non pas de la durée. C'est-à-dire, l'exemple que je donne toujours, on aura une plus grande réponse physiologique du corps si on se baigne dans de l'eau très froide peu de temps, plutôt que de se mettre dans de l'eau moins froide plus longtemps.
Ben là, c'est pareil, en matière de jeûne, paradoxalement, il vaudrait mieux peut-être faire des jeûnes beaucoup plus courts et expérimenter la contrainte maximale, c'est-à-dire peut-être sans eau et sans alimentation, toujours pareil, adapté physiologiquement à la personne, hein, c'est pas, voilà, on ne se connaît pas, donc je vous laisse voir ça de manière intelligente avec votre propre expérience de vous-même. Plutôt que d'augmenter la durée du jeûne, mais sans augmenter l'intensité. Bon, dans tous les cas, quand on jeûne sans liquide, sans eau, sans liquide, ben la contrainte, elle est beaucoup plus forte. Et comment est-ce que le corps peut se dépatouiller sans eau? On me dit, ouais, mais sans eau, tu vas crever. Ben non. Non, parce qu'on a des réserves d'eau dans le corps. On te dit toujours, ouais, le corps il est composé à 70% d'eau. Ouais, sauf que voilà, quand tu t'ouvres une veine, ce n'est pas de l'eau qui coule. Donc on n'a pas d'eau liquide dans le corps. Par contre, on a des réserves de graisse. Et c'est exactement comme les chameaux. Les chameaux, quand ils sont dans le désert, dans leur bosse, ils n'ont pas, tu sais, c'est pas une espèce de bosse flasque, tu vois, remplie d'eau, c'est pas une gourde, hein, elle est remplie de graisse. Et on se rend compte que quand on brûle 100 grammes de graisse, 100 grammes de graisse, ça va nous donner 110 grammes d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps il va pouvoir brûler sa graisse pour produire de l'eau. Et ça explique pourquoi en jeûne sec, les temps ils sont beaucoup plus réduits. Parce que le moment où le corps va passer en néoglucogénèse et surtout en cétose, eh ben, il va falloir que ça arrive beaucoup plus tôt. Parce que 32 heures sans eau, le corps ne peut pas se permettre. Donc en fait, il va courir toutes les premières étapes pour arriver très rapidement à la phase où il va brûler ses graisses pour produire de l'eau. Et c'est pour ça qu'en jeûne sec, eh bien, les temps sont beaucoup plus réduits. Donc le jeûne sec, c'est une accélération des processus. Alors toujours pareil, si vous n'avez jamais jeûné, ne commencez pas par ça. Mais si vous avez l'habitude de jeûner, ça peut être intéressant d'expérimenter un peu plus d'intensité. Et témoignages personnels et témoignages de tas d'autres personnes, il y a des gens, et je dirais, plus une personne n'est pas avec un gros capital de santé, je pense, plus ça c'est vrai, qui témoignent que pour eux, le jeûne sec est plus facile au démarrage que du jeûne à l'eau. Après, tu ne vas pas faire 40 jours de jeûne sec. Je connais quelqu'un qui a fait 18 jours de jeûne sec. Là, déjà, c'est niveau top plus, quoi. Mais bon, tu ne fais pas 40 jours de jeûne sec. Hein. En tout cas, je ne connais pas. J'avais vu quelqu'un faire 40 jours de jeûne sec. Donc, c'est des temps beaucoup plus réduits. Hein. Judy Filonoff, il va jusqu'à 9 jours de jeûne sec. Donc, c'est déjà énorme, 9 jours de jeûne sec. Alors, si vous vous intéressez à ça, il y a un livre excellent. Je suis désolé, je mettrai la référence sous la vidéo, qui a été écrit par un naturopathe suisse qui est très proche de Sergei Filonoff, parce que Sergei Filonoff, il a écrit qu'en russe. Il y a une pauvre traduction sur Google, mais qui est de très mauvaise qualité. Donc il y a un très bon livre qui a été fait, je vous trouverai la référence, je ne l'ai plus là en tête, qui décrit vraiment les phases de jeûne en jeûne sec. Voilà, vous pouvez vous y intéresser. Dernier point encore que je voulais développer, c'est la fameuse question de la descente alimentaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, quand on va jeûner, est-ce que ça vaut le coup de faire une descente alimentaire? La réponse, évidemment, elle est oui. Hein, puisque je vous dis, finalement, le jeûne, ça demande une forte adaptation. Si vous tirez le frein à main à 180 sur l'autoroute, globalement, c'est plus difficile à gérer que si vous tirez le frein à main à 10 km/h sur l'autoroute. Donc une décélération progressive de votre alimentation, si vous avez l'occasion de le faire durant les jours précédents, c'est bien. Alors décélération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour juste avant le jeûne, tu peux peut-être prendre que des jus ce jour-là. Le jour encore avant, tu n'avais pris que des fruits. Le jour avant, tu faisais que du cru, si tu n'as pas l'habitude de manger que du cru. Enfin, tu vois, tu te prends 3-4 jours dans lesquels tu allèges. Pas d'alimentation transformée, pas de produits difficiles à digérer, pas de produits cuits, frits ou des choses comme ça, plutôt des fruits, plutôt des jus. Et normalement, l'entrée dans la phase de jeûne va être beaucoup plus facile. Je vous dis, j'ai fait une série de vidéos, plusieurs séries de vidéos en 2016 et en 2018. Si vous les retrouvez sur ma chaîne, vous allez voir, elles sont très riches et tous ces aspects-là sont extrêmement développés. Mais là, déjà, vous avez suffisamment d'informations pour commencer. Alors, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le jeûne et dans les explications physiologiques que je vous ai données, hein, voilà, moi je vous donne ces explications afin que vous compreniez que en fait, ça marche. Le corps, il est adapté à la privation de nourriture. Heureusement pour nous, qu'il y a des phénomènes qui vont se passer, qu'il faut les connaître pour les comprendre, pour faire des choix éclairés. Moi, l'une des dimensions très importantes que je vois dans le jeûne, c'est de développer sa confiance dans notre organisme. C'est se dire, voilà, mon organisme, même quand je ne l'alimente pas, il ne meurt pas. Au contraire,
Au contraire, c'est une véritable explosion de vie. Et je dirais même qu'au-delà même de la confiance, c'est la foi. La foi dans le vivant, dans sa capacité. Et c'est fascinant quand même. Tu te dis, quand je m'arrête de l'alimenter, mon corps ne dépérit pas, dans la mesure où je ne vais pas trop loin, hein, jusqu'à l'affamement, hein, parce qu'il ne s'agit pas de dépérir et de s'affamer, mais mon corps ne dépérit pas, au contraire, il s'améliore. GH, BDNF, production de corps cétoniques, alors qu'ils sont anti-inflammatoires, j'avais oublié de le dire, hein, donc très fortement anti-inflammatoires, donc diminution drastique de l'inflammation, détoxification, nettoyage, tout ça, ça va dans le sens d'une amélioration du fonctionnement du corps. Hein. Et ça, c'est très intéressant. Quelque part, je finis avec les feutres, hein. Tiens, je vais les coller comme ça. Voilà, hop. Quelque part, hein, c'est un peu comme si, et ça vraiment c'est un mouvement qui est très très important en matière de santé, le fait d'un seul coup d'arrêter de parier en permanence sur l'extérieur, parce que quand on s'alimente, c'est en fait on vient chercher notre ressource à l'extérieur. Arrêter de prendre la ressource à l'extérieur permet à l'intérieur d'exprimer tout son potentiel. Ça, c'est une allégorie qui pourrait être très intéressante, qui pourrait être transposée dans notre vie courante. À certains moments, arrêter d'être surchargé d'informations de l'extérieur pour commencer à écouter ce que l'intérieur a à nous dire. Et l'intérieur, ce qu'il a à nous raconter, c'est une histoire fabuleuse, incroyable, une histoire de vie, une histoire d'explosion de vie, littéralement. Et vous comprendrez pourquoi bien, tous les médecins de plateau corrompus n'ont aucun intérêt à présenter ces phénomènes comme quelque chose, comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des phénomènes vertueux. Parce que là, on parle de santé, on parle d'autonomie, on parle de capacité à reprendre la souveraineté et le contrôle de sa vie. Parce que, et ça j'en fais le pari, quiconque va commencer doucement à implémenter de façon adaptée, intelligente, individualisée des périodes de jeûne dans sa vie, tu pourrais te dire, tiens là on est en janvier, bah, je fais le pari qu'en 2024, régulièrement, tous les mois, je vais m'octroyer un jour, 2 jours, 3 jours de jeûne. Je ne vais plus manger le matin, je vais faire du 18-6. De temps en temps, le week-end, je vais faire qu'un seul repas par jour. Ben, si vous faites ce pari, et là pour le coup, puisqu'on se base sur des mécanismes physiologiques, je peux parler avec sûreté. Hein. Si vous basez là-dessus, que vous n'allez pas trop loin, que vous respectez les phases de surcompensation, hein, donc à partir des informations que je vous ai données, ben, je peux vous faire le pari que votre vie, elle va être radicalement transformée. Et ça, c'est accessible pour tout le monde. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de niveau social, ce n'est pas une question de niveau d'éducation. C'est accessible pour tout le monde, le jeune. Et ça, je pense que c'est la plus formidable arme d'autonomisation et de sécession avec le système de la maladie et de la peur qu'on puisse imaginer. C'est pour ça que j'ai autant de plaisir à le partager avec vous. J'espère que cette vidéo, elle vous sera utile. Pardon, il y a des bouts de bois. Elle vous sera utile. Moi, je vais me faire une petite mandarine à la fin pour regarder comment elles sont belles. Je suis trop fier. Je crâne là. Je suis dans mon jardin d'agrumes. Et regardez, ça, c'est des satsuma. Elles sont incroyables. Incroyable. Pas un poil d'engrais, bien sûr, là-dessus. C'est juste de la belle paille, des beaux arbres au soleil. Et c'est la magie de la vie. Et rompre un jeûne comme ça avec un... Alors, moi, j'étais pas en jeûne, mais rompre un jeûne avec un quartier de clémentine, vous allez voir comment vous allez apprécier la vie. L'expression même de la vie. La vie dans ce qu'elle a de plus essentiel, dans ce qu'elle a de plus puissant, dans ce qu'elle a de plus vivant. Ben, c'est ça la promesse du jeûne. Et avec un petit peu de connaissance, c'est accessible à tout le monde. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette vidéo restera suffisamment sur YouTube pour que vous puissiez la voir. Moi, je vous dis... Attendez-vous à ce qu'il y ait de sacrées surprises au mois de février. Et tout ça, c'est des surprises qui vont dans le sens du vivant et de la santé. À votre service.